Des invités qu'il est presque dispensable de présenter, tant leur notoriété et l'ampleur de leur production intellectuelle outrepassent de loin les quelques mots qu'on pourrait dire d'eux et qui sont forcément lacunaires et partiels. Michel Pastoureau, vous faites partie de ces invités, mais malgré tout, je vais dire quelques mots pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de donner cette conférence dans cette maison qui est la vôtre, l'École nationale des chartes, hein, dont vous êtes un des plus célèbres alumni, comme on dit aujourd'hui, et pour utiliser un terme de ce latin que vous connaissez bien. Je vais néanmoins vous laisser très vite la parole, juste préciser à la salle que vos livres, notamment l'un de ceux qui a le plus précisément rapport avec votre conférence de ce soir, sont disponibles dans le petit hall du rez-de-chaussée de l'École des Chartes pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient en faire l'acquisition après la conférence. Au livre auquel je faisais allusion, c'est-à-dire L'âne, une histoire culturelle aux éditions du Seuil, fait écho précisément la conférence de ce soir. Et pour ma part, je me réjouis personnellement que ce soit l'âne que vous ayez choisi, parce que c'est un animal que j'affectionne tout particulièrement. Et aussi parce que finalement, d'appeler jusqu'à Robert Bresson, il me tarde de savoir par quelle métamorphose, par quelle transformation successive ce petit âne chemine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être nombreux pour venir entendre parler de cette histoire culturelle de l'âne. Chaque fois que je parle de l'histoire des animaux dans cette maison, c'est pour moi une petite vengeance, parce que j'ai consacré ici même ma thèse d'école des chartes à l'étude du bestiaire médiéval, et j'ai eu beaucoup de difficultés pour imposer un tel sujet. C'était il y a plus d'un demi-siècle, et à cette époque, les animaux, ça n'était pas sérieux. En milieu universitaire, personne ne parlait jamais de l'animal, et mes professeurs, qui m'aimaient bien, avaient essayé de me faire changer de projet de sujet. Mon maître Bautier m'avait dit « Pastoureau, vous allez faire rire de vous et faire rire de nous, avec un sujet sur l'animal ». Et c'est le directeur d'alors de l'École des Chartes, Pierre Marot, qui m'a défendu contre les professeurs, alors que j'avais presque cédé et accepté un sujet de philologie latine. On me savait bon latiniste, donc j'étais parti sur les termes de couleur en latin classique. Et j'ai pu construire mon sujet autour du bestiaire héraldique médiéval, préciser que c'était sur les armoiries, et conduit jusqu'à la fin ce sujet avec succès. Et par la suite, au cours de ma carrière, j'ai vu énormément de changements pour ce qui concerne l'histoire des animaux. Aujourd'hui, l'animal, à l'université, est un sujet vedette, un sujet carrefour dans les sciences humaines. On en parle partout, en liaison avec les problèmes de société que vous connaissez sur le bien-être animal, le droit des animaux, la consommation de viande, etc., etc. Vraiment un renversement total. J'étais très content d'avoir apporté ma petite pierre. Il n'y a pas tellement de sujets vraiment carrefour. Et l'animal en est un. Les couleurs aussi, mais je n'ai pas vu autant de changements du côté de l'histoire des couleurs en 50 ans. Je le regrette un petit peu. Il y a 50 ans, aucun historien, pas même les historiens de l'art, parlait des couleurs. Ça a un peu changé, mais pas tellement. Bon, aujourd'hui, c'est l'âne qui est le sujet. C'est un animal devant lequel
l'historien n'a aucune difficulté pour construire une histoire. Les documents sont foisonnants, que ce soit des textes, des images, des traductions orales, des faits de langue et de lexique, des croyances, des superstitions, il y a tout ce qu'il faut pour parler de l'âne. Donc je me suis fait plaisir en racontant cette histoire culturelle. On peut même dire que d'un point de vue global, l'âne en Europe, je ne parlerai que de l'Europe, l'âne en Europe, l'âne symbolique, l'âne imaginaire, l'âne représenté est encore mieux documenté que l'âne quotidien, l'âne concret, l'âne de la culture matérielle. Il y a des périodes où les documents se font un peu plus rares sur cet âne qui travaille en quelque sorte, qui est un animal domestique. C'est un cas fréquent hein, en histoire. L'imaginaire, les représentations, les symboles laissent plus de traces dans les documents que le cours ordinaire des choses, qui est toujours la face cachée de l'histoire, même pour notre époque. Hein, nos successeurs auront plus à dire sur l'exceptionnel, le catastrophique, les représentations, le symbolique, mais la vie quotidienne du commun des mortels, ça ne laisse pas tellement de traces dans les documents, même en 2025. Alors, je m'appuie sur un PowerPoint, j'essaye de ne pas être trop bavard, je ne pourrai pas tout dire, donc si nous avons le temps pour quelques questions, peut-être que vous boucherez les trous de mes lacunes. L'âne sauvage existe depuis des centaines de milliers d'années. Il devient domestique quelque part au 4e millénaire avant notre ère, quelque part entre la Nubie et la Somalie, dans des zones où les populations sont encore semi-nomades, voire nomades. Assez rapidement, il devient un animal qui rend des services très nombreux à l'être humain pour porter, pour tirer, pour pousser, pour faire tourner, pour fouler. Quand on prend l'Égypte antique, on a une iconographie très abondante des ânes au travail, et ça ne va pas changer jusqu'au 19e, jusqu'au 20e siècle de notre ère, si je puis dire. Donc on a tout ce qu'il faut pour cet âne-là, et on le voit sur des documents de toutes sortes dans l'Égypte antique, puis plus tard au Proche et au Moyen-Orient, et on sent qu'il est valorisé. Souvent, d'ailleurs, il ne travaille pas tout seul, mais en groupe, comme ce que l'on voit ici. Alors, il y a un autre foyer où l'âne a peut-être été domestiqué à peu près vers la même époque, c'est l'Asie centrale, où il y a des ânes sauvages d'une autre espèce ou sous-espèce. En Afrique, ce sont les onagres, en Asie, ce sont les hémiones, son cousin. Et il y a un moment où, une fois domestiqués, les deux se rencontrent quelque part vers les plateaux iraniens ou au Moyen-Orient, pour faire court. Ces histoires de domestication sont compliquées parce que, au fil du temps, c'est une notion qui se définit de manière différente. Ce que nous appelons domestication aujourd'hui ne l'était pas, pas pareillement au XVIIe siècle, ni au Moyen Âge, ni dans l'Antiquité. Dans les sociétés anciennes, est domestique un animal qui vit dans la domus ou auprès de la domus. Par là même sont domestiques des animaux qui pour nous ne le sont pas. Le chien, le chat, les animaux de la ferme bien sûr, mais aussi le merle, la pie, la souris, le corbeau, le renard qui vient visiter le poulailler toutes les nuits. Tout ça, ce sont des animaux domestiques en liaison avec la domus. Aujourd'hui, on appelle domestique un animal dont l'être humain maîtrise la reproduction et se livre à des sélections de variétés pour améliorer ceci ou cela. Donc c'est pas du tout la même chose. Bon, l'âne est concerné dans les deux cas, alors je ne m'y attarde pas. Donc quelques images qui montrent l'âne au travail. Dans l'Égypte pharaonique,
c'est la seule exception géographique que je fasse, mais il y a tellement d'ânes représentés dans la peinture et les bas-reliefs égyptiens que ça vaut la peine. Surtout que on les voit porter, on les voit travailler. Ici, on voit même ce qu'ils transportent. Ça peut être du grain, ça peut être de l'huile, ça peut être du vin, ça peut être de l'eau, ça peut être des outils agricoles. L'âne sert à toutes sortes de choses. Il est évidemment au service de l'être humain et donc parfois frappé pour être trop tôt, pour travailler mieux, mais il est quand même relativement respecté. Et puis l'historien observe que cet âne va se dévaloriser quelque part vers le premier millénaire avant notre ère, lorsque le cheval devient définitivement un animal domestique. Et là, on commence à faire des comparaisons entre le cheval et l'âne, et naturellement, dans ce type de comparaison, l'âne est toujours perdant. Donc une période d'un certain respect, puis une dévaluation progressive de cet animal. Déjà dans la Grèce antique, les fables attribuées à Ésope, on a trop pour Ésope, mais donnent une image de l'âne qui n'est pas très, très valorisée. C'est le quatrième animal par ordre de fréquence dans le bestiaire des fables grecques. Et à Rome, l'animal se dévalue encore plus parce que le cheval est très très valorisé par les Romains, participe à la guerre, l'âne jamais, sauf pour porter du matériel, même pas les armes, ce sont les mulets qui portent les armes. Donc d'évaluation de l'âne qui commence à être affublé d'un nombre d'adjectifs considérables et dépréciatifs. Il est lent, il est laid, il est paresseux, il est entêté, il est lubrique, il est imprévisible, il est désobéissant, etc., etc., etc. Et ça va aller en s'accentuant au Moyen-Âge et pendant la plus grande partie de l'époque moderne. D'ailleurs, dans la Rome antique, le mot asinus devient assez rapidement une insulte tout à fait ordinaire. Traiter quelqu'un d'asinus, c'est tellement banal que ça s'use assez rapidement. C'est pas très très grave. C'est un peu comme quand nous disons crétin, par exemple. Voilà. Bon, ça va pas bien loin. Bon, alors je me trompe de bouton. Donc nous avons une iconographie surabondante pour l'Antiquité, parfois des choses très belles comme ce vase à boire, un riton. Quelquefois c'est un sanglier, quelquefois c'est un cervidé. Ici c'est un âne qui joue ce rôle. Ça souligne le rapport constant dans la longue durée entre l'âne et le vin. Il y a l'idée que l'âne aime les boissons alcoolisées et qu'il a tendance à s'enivrer. Ça n'est pas observé dans la réalité, mais ça ne fait rien. On y croit, et pour l'historien, bien sûr, l'imaginaire, c'est une réalité. Ça doit s'étudier, ça existe. Et donc, dès la Grèce antique, un rapport entre l'âne et l'ivresse, l'âne et le vin, et un lien avec le dieu de l'ivresse et du vin, qui est Dionysos, un dieu insaisissable un peu. C'est le dieu du vin et de l'ivresse, mais c'est le dieu de tous les excès, quel qu'il soit. Dionysos, et il est particulièrement imprévisible. Et dans son fameux cortège, où on trouve des personnages tout à fait étonnants qui lui font suite, il y a très souvent un âne. C'est un de ses attributs animaux. Il en a quelques-uns autres, mais l'âne est vraiment la vedette à la fois pour lui-même et pour son père adoptif, le fameux Silène, qui en général prend part au cortège, ou bien son fils Priape, qu'il a eu avec Aphrodite. Et, Priape est un dieu fortement sexuel et qui, comment dirais-je, a pris les ânes en horreur une fois que Priape cherchait nuitamment à s'unir à la déesse Héra qui était endormie, alors qu'il allait parvenir à ses fins. L'âne de Dionysos s'est réveillé à Bray et ça a empêché que les choses aillent jusqu'au bout. Et
Dionysos était furieux et a demandé qu'à partir de cette date, un grand nombre d'ânes lui soient sacrifiés dans son culte. La mythologie nous raconte beaucoup d'histoires d'ânes et de métaphores autour de l'âne. L'une des plus célèbres concerne le roi Midas, le roi de Phrygie. Midas, la Phrygie, c'est une partie centrale de l'Asie mineure, plutôt vers l'ouest. Alors, c'est un personnage mythologique considérable, Midas, avec son amour de l'or qui fait que tout ce qui touche devient or, selon son vœu, et donc il en est paralysé. Mais peut-être plus encore, ses oreilles d'âne sont célébrissimes. Ça vient d'un jugement entre une compétition musicale entre Apollon, qui joue de la lyre, et le satyre Martial, qui joue de la flûte. Et le roi Midas fait partie du jury. Et tous les autres jurés ont donné la victoire à Apollon et à sa lyre, et Midas à Martias et sa flûte. Alors le dieu est absolument furieux, et pour emblématiser un roi qui a si mauvais goût, il le dote d'oreilles d'âne, que Midas s'efforce de cacher, mais qu'il n'arrive pas à complètement cacher. Il a menacé de mort son coiffeur s'il révélait le secret de ses oreilles d'âne. Il porte des couvre-chefs de toutes sortes pour les cacher, on les voit dans l'iconographie, mais c'est en vain. Et ces oreilles d'âne du roi Midas, symbole de sottise ou de mauvais goût, sont certainement vraiment à l'origine du bonnet d'âne qui nous est resté bien familier. On en a déjà trace à Rome, mais plutôt à l'époque impériale. Le bonnet d'âne pour les écoliers sots ou ignorants. Quelques traces au Moyen-Âge, mais surtout à partir du XVIIe siècle. Alors là, il est fréquemment mis en scène. Et dans l'école républicaine du XIXe siècle, non seulement il est présent dans les représentations, mais il était présent en vrai. Presque jusqu'à ma génération, il y avait encore, dans certaines classes, on ne le coiffait pas, mais il y avait quand même un vieux bonnet d'âne qui traînait dans un coin dans l'école de la République. Donc beaucoup d'histoires d'ânes dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, et un roman célèbre nous raconte une histoire de métamorphose en âne qui est restée très célèbre. C'est d'ailleurs le seul roman antique qui nous soit parvenu complet. Les Métamorphoses, ou l'âne d'or, c'est un autre de ses titres plus récents, attribué à Apulée. Apulée, c'est un personnage qu'on connaît relativement mal quant à sa biographie. Il vit au IIe siècle de notre ère. Il écrit sous le règne d'Otonin le Pieux. Ça n'est pas indifférent, hein, le règne d'Otonin le Pieux, dont on ne parle jamais. C'est la seule époque dans l'histoire de l'humanité où l'humanité entière a été en paix. Ce n'est pas rien. Donc nous sommes dans les années 160, 175, 180 du IIe siècle. Et Apulée, qui est un berbère d'origine, fait ses études à Carthage, puis à Athènes, vient à Rome enseigner la rhétorique, écrit pas mal de choses, dont un roman, peut-être pas, un roman est peut-être abusif, c'est en fait un ensemble de contes merveilleux, mais qu'on qualifiait souvent de roman antique. L'histoire est un peu touffue, tourmentée, le latin aussi d'ailleurs, c'est pas facile à le lire en latin parce que c'est une langue très très précieuse, avec des ruptures de ton assez fréquentes. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme de bonne famille qui s'appelle Lucius, qui a une bien-aimée, laquelle est au service d'une magicienne. Lucius aimerait parcourir le monde et demande à être changé en oiseau, mais sa bien-aimée se trompe et il est changé en âne. Et donc c'est en âne qu'il va parcourir le monde et participer à différentes aventures qui lui permettent d'observer le comportement des humains et de s'apercevoir que ce comportement est particulièrement
condamnable 9 fois sur 10. C'est l'occasion pour Apulée, bien sûr, de critiquer la société de son temps. Quelquefois, l'âne est associé, d'ailleurs, à beaucoup de méfaits, de transgressions, d'orgies, etc. D'autres fois, il en est victime. Et il y a plusieurs histoires qui s'en mêlent les unes les autres. Pour retrouver son apparence humaine, l'âne doit manger des roses. Et on retrouve là un thème qu'on va retrouver par la suite, le contraste entre l'âne et, disons, le côté souillure, saleté, bêtise, et la rose, ce qu'il y a de plus propre, de plus beau, de plus parfumé. C'est un topos qui aura la vie longue. Finalement, Lucius, en effet, pourra manger des roses et participer au culte de la déesse Isis et retrouver son apparence humaine. On sait que de l'âne, l'Antiquité tire un très grand nombre de produits, pas seulement de la viande, mais aussi du lait. Le lait d'ânesse se boit, a des vertus médicinales et des vertus cosmétiques, et l'une des plus belles femmes de l'Antiquité romaine, peut-être la plus belle, Popée, la seconde épouse de Néron, au dire de Pline et de Suétone, prenait chaque jour plusieurs bains de lait d'ânesse, spécialement de lait d'ânesse enceinte, parce que le lait avait des vertus extraordinaires et avait le plus beau teint qu'on ait jamais vu dans la Rome antique. Et cette statue, cette tête, dont on pense que c'est celle de Popée, est en effet une des plus belles choses que la sculpture romaine nous est livrée. Du côté de la Bible, on parle énormément de l'âne dans l'Ancien Testament. C'est toujours un animal signe de richesse. Posséder des ânes, et des troupeaux d'ânes, c'est vraiment être socialement d'un rang supérieur. Donc on a pas mal d'histoires, soit de vente de troupeaux, soit de vol de troupeaux, soit d'échange de troupeaux, des ânes. Et une histoire est restée particulièrement célèbre dans l'Ancien Testament, parmi d'autres, c'est celle de l'ânesse de Balaam. Nous sommes dans le livre des Nombres, et Balaam est un prophète. Il vit à l'époque où les Hébreux s'apprêtent à sortir du désert, après 40 ans d'errance, et ils sont arrivés au pays des Moabites, et le roi des Moabites voit d'un mauvais œil l'arrivée de ce peuple agité qui a réussi à vaincre toutes les épreuves du désert, c'est suspect, et donc il voudrait que le devin Balaam les maudisse. Balaam refuse d'abord cette mission, mais il est obligé de partir pour l'accomplir, et en chemin, son ânesse s'arrête brutalement et s'agenouille. Et Balaam ne comprend pas pourquoi, il l'insulte, puis il la frappe, et l'ânesse se met à parler. « Pourquoi me frappes-tu » C'est un épisode des plus célèbres de l'Ancien Testament. Le prophète, qui devait tout voir, il était clairvoyant, en fait n'a pas vu l'ange du Seigneur qui se dressait sur la route, mais l'ânesse, elle, animal stupide, a bien vu ce que le devin n'avait pas vu. Elle a vu l'ange du Seigneur, donc bien sûr c'est encore un topos qu'on va retrouver constamment. Celui qui sait, qui devrait savoir ne sait pas, et celui qui ne sait rien sait, etc. etc. Donc c'est souvent commenté dès l'Antiquité, puis à l'époque paléochrétienne où la scène est très souvent représentée, puis plus tard encore bien sûr. Donc voilà Balaam et son ânesse qui s'agenouille. Enfin, ça va ouvrir les yeux du prophète qui va refuser d'accomplir sa mission et va, au lieu de maudire les Hébreux, les bénir. Dans le christianisme, il y a un âne, il y a plusieurs ânes vedettes. Le premier, c'est celui de la nativité. Aucun évangile canonique ne parle de l'âne et du bœuf de la crèche. On parle simplement
de ce que Marie a dû accoucher dans une étable. Mais les premières images qui mettent en scène cette étable doivent trouver un truc iconographique pour qu'on se rende compte que c'est une étable. Et alors la mise en scène de deux animaux, un âne et un bœuf, qui servent d'attribut de lieu, souligne bien que c'est une étable. Et il est probable que dans la naissance de ce couple, les images ont précédé les textes, les images paléochrétiennes, parce que les premiers textes qui en parlent sont des évangiles apocryphes de la fin du IVe et du Ve siècle. Et alors là, on a récit de la nativité avec l'âne et le bœuf. Mais les évangiles canoniques n'en parlent pas. Il n'empêche, ça va être bien sûr l'occasion de gloses de toutes sortes, notamment pour les théologiens du Moyen-Âge, tous ceux qui suivent saint Paul par exemple. C'est une façon de souligner que le Christ est venu sur terre pour sauver aussi les animaux, pas seulement les humains. À preuve, il est né dans une étable. Ça, c'est un argument de poids. Et puis, on glose aussi, jusqu'à l'époque moderne, pour savoir quel est celui qui, lors de la nativité, était le plus près de l'enfant Jésus. Est-ce que c'est le bœuf ou est-ce que c'est l'âne? Et quels enseignements en tirer, bien sûr. Et les avis sont partagés, mais en général, le bœuf est gagnant dans cette compétition. Et dans les images, statistiquement, oui, 2 fois sur 3, c'est le bœuf qui est le plus près de l'enfant Jésus, avec interprétation. Le bœuf, ce serait les gentils, les païens, qui vont peut-être se convertir à la nouvelle loi, tandis que l'âne, ce serait plutôt les Hébreux, les Juifs, qui sont restés fidèles à l'ancienne loi, têtus comme l'âne. Mais il y a des explications contraires aussi. Je fais la bêtise à chaque fois. Autre âne célébrissime, qui est une ânesse, celle qui a porté Marie et l'enfant lors de la fuite en Égypte. Et elle aurait eu une descendance, cette ânesse de la fuite en Égypte, avec l'ânesse de l'entrée à Jérusalem. Alors selon les explications, soit c'est la même qui a vécu longtemps, soit c'est sa fille. Et l'iconographie la montre très fréquemment de couleur blanche. Les textes un peu tardifs disent que quand le Christ est entré à Jérusalem pour subir sa passion, il montrait une ânesse de couleur blanche, à robe blanche, suivie d'un ânon, et sur le passage, la foule agitait des palmes et étendait des étoffes ou des vêtements sur le sol. C'est l'entrée, c'est le jour des rameaux. Ça reste une des dates les plus importantes du calendrier liturgique. Et ça explique pourquoi, dans beaucoup d'églises, à la fin du Moyen-Âge, on trouvait un âne sculpté en bois en général, monté sur roulette, qui servait pour la procession des rameaux. La Réforme est partie en guerre contre cet âne sur roulette en qui elle a vu une forme d'idolâtrie, et dans toute l'Europe protestante, on a détruit un grand nombre d'ânes des rameaux. À Zurich, même Zwingli, en 1524, l'a fait jeter dans le lac avec une espèce de liturgie de la destruction qui est encore plus idolâtrique que le prétendu âne idole des rameaux. On en a quand même conservé quelques-uns en terre catholique. J'en ai mis un sur la droite de la projection. Une légende d'ailleurs, dont Calvin puis Voltaire se sont moqués, veut que cette ânesse des rameaux, qui a porté le Christ sur son dos, horrifiée par ce qu'elle avait vu dans la crucifixion, a décidé de quitter cette terre déicide du Proche-Orient, serait arrivée dans le sud de l'Italie, aurait remonté toute la péninsule et serait morte à Vérone, où ces ossements ont fait l'objet d'un culte jusqu'au début de l'époque moderne, avec procession, chants de louanges, etc. Ce qui fait naturellement
l'objet de moqueries de la part des grands réformateurs, notamment Calvin, qui dans un prêche est très très cruel envers cette ânesse qui serait mort à Vérone, pour dénoncer la stupidité des catholiques romains qui adorent des ossements. La géographie met en scène un assez grand nombre d'ânes. Il y a des histoires très précoces, par exemple à l'époque carolingienne, un saint part en voyage, à Rome par exemple, un âne porte ses bagages, survient un ours ou un loup qui dévore l'âne, eh bien le saint oblige l'ours ou le loup à porter les bagages à la place de l'âne qu'il a dévoré. Un topos, il y a beaucoup de versions. Parfois c'est une mule au lieu d'être un âne. Et puis il y a cet âne très très fameux, celui du miracle de Bourges, en liaison avec la légende de saint Antoine de Padoue. Saint Antoine de Padoue qui, dès la fin du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui, pour des raisons inexpliquées, est le saint préféré de tous les saints dans l'Europe catholique. J'ai fait travailler plusieurs étudiants sur ce dossier. On constate en effet que saint Antoine de Padoue, c'est vraiment le préféré. Les raisons sont obscures, ça pose des problèmes d'ailleurs aux franciscains, puisque le second de saint François d'Assise, dans la piété populaire, lui passe devant, en quelque sorte. Alors à Bourges, où saint Antoine prêchait, dans les années 1225, c'est un des plus grands orateurs de tous les temps, hein, saint Antoine de Padoue. Il est en controverse sur la présence réelle avec un mécréant. Parfois on dit que c'est un juif, parfois c'est un païen indéterminé. Celui-ci fait une sorte de pari. Il dit qu'il va affamer son ânesse pendant 8 jours, et puis on va lui présenter d'un côté l'hostie et de l'autre un picotin d'avoine, et si elle se précipite d'abord vers l'hostie, il va se convertir. C'est exactement ce qui se passe. L'ânesse a préféré l'hostie à l'avoine, et le mécréant se convertit. C'est une scène très très fréquemment représentée, notamment à Bourges. Des thèmes plus profanes sont abondants dans l'iconographie romane, notamment le thème de l'animal musicien qui revient constamment, et de l'âne à la lyre, en liaison avec une fable romaine, celle de Phèdre, une des plus célèbres fables romaines de Phèdre. Elle est très courte. Un âne trouve une lyre qui traînait dans le sol. Il essaye d'en jouer pour en tirer de jolis sons, et il n'en tire que des sons affreux. Et donc il regrette d'être si ignorant et de ne pas savoir jouer d'un si bel instrument. Et c'est l'occasion pour faire une petite morale, pour dire que bien souvent des gens manient des outils ou des objets ou des instruments de musique qu'ils ne méritent pas. Du côté profane, on a beaucoup d'ânes célèbres à l'époque médiévale, notamment dans le roman de Renard. Ce n'est pas un personnage vedette, mais un personnage intéressant. C'est un des courtisans à la cour du roi noble, qui est le lion. À la place de l'ours, c'est devenu le lion. L'âne est un des courtisans parmi d'autres. Il a une fonction curiale. Il est l'archiprêtre auprès du roi noble. Le loup est le connétable. Le cerf, le sénéchal. Et alors cet âne s'appelle Baudouin dans le roman de Renard, et Baudouin, c'est un nom commun au départ, et ça désigne le sexe de l'homme. Et l'âne, c'est, dans le roman de Renard, un des animaux, il y en a beaucoup, un des animaux fortement sexuels. Et le verbe en ancien français baudouiner, et même en moyen français encore, baudouiner existe, qui veut dire se livrer à des activités sexuelles pour les animaux. Voltaire emploie encore le verbe au XVIIIe siècle. Baudouiner.
En héraldique, l'âne n'est pas une figure très très fréquente, mais à la fin du Moyen Âge, en Allemagne méridionale, il se crée différentes sociétés de tournois au sein de la petite et moyenne noblesse, dont le pouvoir économique et politique va en s'appauvrissant. Sous prétexte d'organiser des tournois, ils sont très très agités dans les villes d'Allemagne du Sud, et ils prennent pour emblème des figures animales. Alors il y a l'association, la société, comme ils disent, societas, de l'âne, celle de l'ours, celle du faucon, celle de la licorne et celle de l'âne, qui est la plus abondante. Ça va de la vallée du Rhin jusqu'à Passau. Le centre est à Augsbourg. Et cette société de l'âne est particulièrement agitée et crée toutes sortes de désordres dans la seconde moitié du XVe siècle et les premières années du XVIe siècle. Donc ces tournoyeurs sont fiers d'arborer soit une bannière à l'âne, soit des cimiers, c'est-à-dire la figure qui orne leur casque, avec des grandes oreilles d'âne. C'est ce que vous voyez en bas. Parmi les vices et les défauts attribués à l'âne, au catalogue que j'ai énoncé tout à l'heure, il y a un nouveau trait qui apparaît à la fin du Moyen Âge, qu'on n'avait pas encore vu. On a vu la bêtise, l'entêtement, la saleté, la débauche, tout ce que vous voulez, mais pas la folie. Et la folie commence à apparaître vers la fin du XVe siècle, probablement pour des raisons lexicales en latin. C'est le même mot désormais qui désigne la folie et la sottise. Stultitia, qui était la sottise de l'âne était célèbre, devient aussi le terme ordinaire pour dire la folie. Entre le sot et le fou, le passage s'est opéré progressivement. Et c'est à nouveau, vers 1500, un peu après, très nombreuses figures qui mettent en scène un fou, avec toute sa panoplie de fous, et un âne. Et tous les deux portent des oreilles d'âne. L'âne à l'état naturel et le fou sur son bonnet. Le bonnet d'âne, c'est pas seulement celui des écoliers, c'est aussi celui du fou qui agite ses oreilles, qui souvent, sur ses oreilles, a des grelots, il fait du bruit, il a la tête vide, il porte des vêtements déchirés, ou bien il est à moitié nu. Bref, il y a une figure du fou qui occupe beaucoup de place dans les années 1500 et qui naturellement au XVIe siècle va s'inverser, le fou va devenir un sage, ça va être une figure tarte à la crème si je puis dire, comme le sot qui devient savant, le malvoyant qui devient clairvoyant, etc., etc. Comme je l'ai dit, c'est l'âne de la vie quotidienne, l'âne de la réalité matérielle, qui est le plus difficile à saisir, peut-être parce qu'il est tellement banal dans la vie des campagnes pour accomplir toutes sortes de tâches. Je l'ai dit, tirer, pousser, porter, faire tourner la roue du pressoir, celui de la vigne, celui de l'huile, celui du grain, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a quand même quelques images qui montrent des ânes au travail, notamment en liaison avec les vendanges, soit pour fouler les raisins, soit pour transporter les grappes, ou bien transporter d'autres marchandises, notamment livrer ceci ou cela, et des produits relativement lourds, le lait par exemple, le grain, l'eau même, le dos de l'âne étant plus solide que celui de l'être humain, on porte à dos d'âne des charges qu'on ne pourrait pas porter à dos d'homme, et un objet est construit spécialement pour ce faire. On l'a déjà vu dans l'Égypte pharaonique, le bât. Si le bât est bien équilibré, l'âne peut porter des charges extrêmement lourdes. Il passe là où le cheval ne passe pas, c'est un gros avantage, mais le bœuf est encore plus performant que lui, le bœuf passe là où l'âne ne passe pas. Donc malgré sa lenteur, jusqu'à des dates très très avancées, c'est le bœuf qui est le plus performant pour s'aventurer sur des chemins particulièrement difficiles.
Alors revenons à l'âne symbolique avec toutes sortes de rituels d'inversion. L'âne, créateur stupide et ignorant, devient maître d'école. On a énormément d'images de cette nature dans la gravure à l'époque moderne. Ou bien l'âne qui devient médecin. Il soigne toutes sortes de maladies, jusque chez Goya, hein, dans les caprices de Goya, c'est-à-dire les fantaisies où il y a beaucoup de transgressions et de critiques de la société espagnole de la fin du XVIIIe siècle. On a plusieurs ânes médecins, en voici un. Et puis des gravures ou des dessins qui nous font connaître un certain nombre de rituels dans la vie des campagnes qui ont la vie longue, notamment la souade, surtout dans l'Europe méridionale, dans la France du Midi par exemple, promener dans les rues d'un village des personnages qui soit ont été pris en flagrant délit d'adultère, soit un couple mettant en scène un mari trompé par sa femme qui, elle, s'est livrée à l'adultère. C'est ce que montre cette image. Le mari porte d'énormes cornes et la femme est à moitié dénudée, signe de sa débauche. C'est constant dans l'iconographie européenne. En matière de tromperie, on associe très très souvent le trompeur et le trompé. La couleur jaune, par exemple, c'est la couleur de la tromperie, et c'est aussi bien la couleur de celui qui trompe que de celui qui est trompé. D'où, jusqu'aux années 1900, le jaune des cocus, par exemple, et puis le jaune des syndicats jaunes qui trompent les ouvriers en roulant pour le patronat. Quelques ânes littéraires célèbres. J'ai une dilection particulière pour Le Songe d'une nuit d'été, qui pour moi est la plus belle pièce de toute l'histoire du théâtre, peut-être la plus jouée aussi de tout le théâtre européen. C'est vraiment la mise en abîme exponentielle, hein, le théâtre sur le théâtre sur le théâtre, et avec l'épisode fameux où le tisserand Bottom, qui est vaniteux, stupide, truculent, qui est un des plus beaux rôles de tout le théâtre européen, qui, avec quelques artisans d'Athènes, veut faire représenter l'histoire de Pyrame et Thisbé, et qui ignore tout du théâtre, bien qu'il proclame qu'il pourra interpréter tous les rôles, y compris celui du lion, du mur et du clair de lune. Il est victime d'un enchantement. Puck, le facétieux Puck, au service du roi des elfes Oberon, l'a doté d'une tête d'âne. Et comme Oberon s'est fâché avec son épouse Titania, Puck a endormi Titania, et un sort fait que quand elle se réveillera, elle tombera amoureuse de l'être vivant, le premier qu'elle verra. Et c'est Bottom avec sa tête d'âne, et ce sujet a inspiré beaucoup de graveurs et de peintres. Fuseli a consacré 4 tableaux à la scène. On voit Oberon qui enlace Bottom, qui comprend rien parce qu'il est tellement bête qu'il ne répond pas aux avances de Titania. C'est vraiment une pièce magnifique, le Songe d'une nuit d'été. Dans les fables, l'âne est une des vedettes, dans les fables de La Fontaine comme dans les fables antiques. Je crois qu'il n'est dévancé statistiquement que par le renard, bien sûr, le lion et le chien. Et c'est un portrait très très accablant que La Fontaine dresse de l'âne, qui continue d'être un animal stupide, entêté, lubrique et même vaniteux. L'âne porteur de reliques, c'est un âne qui transporte des reliques saintes. Les passants s'inclinent sur son passage, et l'âne croit que c'est lui qui est honoré par ses références alors qu'elle s'adresse aux reliques. Ça dure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Cet âne victime, méprisé, mal aimé, sur lesquels on écrit des choses épouvantables, y compris dans les dictionnaires. Celui de Furetière, par exemple, à la fin du XVIIe siècle, qui est une source extraordinaire pour l'historien, dresse un portrait de l'âne, totalement négatif. Et c'est Buffon qui, le premier, redonne
à l'âne quelques lettres de noblesse dans son merveilleux chapitre sur l'âne, le deuxième de l'histoire naturelle après le cheval. Il proclame quelque part: l'âne est un âne et pas un cheval dégénéré. C'est la première fois qu'on dit ça aussi fort. Et puis, il souligne tous les services que l'âne remplit au service de l'être humain dans un magnifique chapitre. Enfin, toujours magnifique. Hein. Buffon, c'est quand même l'apogée de la prose française. Hein. Jamais la langue française n'a été aussi bien écrite que par Buffon. Les contemporains le savent d'ailleurs, et ils en sont jaloux, alors ils s'en moquent, ils l'appellent le grand phrasier. Le grand phrasier, celui qui fait des phrases. Mais lire Buffon, c'est un enchantement. Un enchantement. Les contes prennent le relais et donnent des images de l'âne plus positives que les légendes anciennes. C'est le cas de Podamne, dans la version tardive de Perrault, un âne qui, au lieu de déféquer du crottin, défèque des pièces d'or, et dont la peau serve de camouflage et de sauvetage à une jeune fille menacée d'inceste par son propre père. C'est le cas aussi chez Grimm avec l'histoire des musiciens de la ville de Brême, très souvent représentés en pays germanique. 4 animaux menacés de mort par leur maître qui n'arrive plus à en tirer quoi que ce soit du point de vue des services rendus, se sauvent, tentent de monter un orchestre, et puis échouant, ayant lutté victorieusement contre des voleurs, décident de rester ensemble et de vivre en communauté. Donc un âne, un chien, un chat et un coq. Parmi les ânes littéraires, un très très célèbre, Cadichon de la comtesse de Ségur, 1860. Un âne qui n'est pas toujours pris en bonne part chez la comtesse. Il fait quand même pas mal de bêtises, cet âne proposé, pas en exemple, mais en histoire, à des enfants. Et celui de Victor Hugo est moins connu, l'âne Patience. C'est un texte, un poème. Hugo a travaillé longtemps à ce poème. Il l'a commencé à Guernesey quand il était en exil. Il a voulu l'abandonner, et puis son fils adoptif, le fameux Auguste Vacry, que le grand public ne connaît pas, mais qui est un personnage considérable dans la vie de Victor Hugo. C'est un jeune homme qui était amoureux de Léopoldine, la fille de Victor Hugo, et lui a préféré son frère, Charles. Et puis Léopoldine et Charles se sont noyés dans la Seine à Villequier, et Auguste, le frère, est resté fidèle à la famille Hugo jusqu'au bout. Il a accompagné la famille Hugo à Guernesey, et il a été l'exécuteur testamentaire de Victor Hugo, et il l'a stimulé pour pas mal de textes, notamment pour ce texte qui s'appelle L'âne, qui met en scène un animal qui s'appelle Patience, qui traverse les siècles, qui débat de philosophie avec Platon, avec Thomas d'Aquin, avec Kant, qui dénonce toutes les turpitudes des êtres humains. C'est Hugo finissant qui, un peu dégoûté de tout, s'en prend à la science, notamment à la fin de sa vie. Hugo était dégoûté, plusieurs fois dit trop de science, trop de livres, trop de savoir. On ne le dit pas assez souvent, mais c'est ça Hugo de la fin de la vie. Un canular que j'aime beaucoup. Ça vaut le coup d'être raconté dans le détail. Nous sommes en 1910. L'art abstrait commence à faire des progrès, et au Salon d'automne, on expose pas mal de tableaux abstraits à la suite des premiers cubistes et de Kandinsky, et la critique admire certains de ces tableaux. Quelques jeunes peintres et écrivains qui étaient plutôt hostiles à cet art nouveau décident de s'en moquer, et au Lapin Agile, sur la butte Montmartre, où ils se réunissaient parfois, ils fréquentaient
un âne qui s'appelait Lolo, et ils ont l'idée d'accrocher un pinceau à la queue de cet âne et de lui faire peindre une toile, ce qui est fait. Par des complicités, le tableau est présenté au Salon d'automne de 1910, la critique s'extasie, et on appelle le tableau « Coucher de soleil sur l'Adriatique », c'est ce que vous voyez ici, attribué à un peintre génois jeune, pas encore très connu, Boronali, qui est l'anagramme d'Ali Boron. Ça a beaucoup de succès, et à la fin du salon, le chef de ceux qui ont fait le canular, Roland d'Orgelès, jeune écrivain et journaliste, révèle le canular, scandale énorme qu'il a fallu étouffer. Bon, l'affaire s'est apaisée, arrive la Première Guerre mondiale, Roland d'Orgelès fait une belle guerre, raconte ses souvenirs de guerre dans un livre qui est paru en 1919, Les Croix de bois, et ce livre est choisi par les jurés du Goncourt en 1919 pour recevoir le prix Goncourt. Bien. Ça a failli se faire jusqu'à ce qu'un membre du jury fasse remarquer quand même c'est ce d'Orgelès qui s'est moqué de nos collègues critiques d'art en 1910, c'est délicat de lui donner le prix Goncourt quand même. Alors on dit oui c'est vrai, alors on a donné au livre qui avait été classé deuxième, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui reçoit le prix Goncourt en 1919, et l'honnêteté oblige à remarquer que la seule fois où le prix Goncourt a été attribué, non pas à un grand livre, mais à un chef-d'œuvre, c'est la seule fois, chef-d'œuvre universel, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est à cause de la queue d'un âne. Et l'histoire me plaît énormément. Ce même âne s'est très bien comporté pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Beaucoup d'animaux ont combattu des deux côtés. Des ânes, des chevaux, des chiens, des cochons même qui ont tiré des brouettes avec du matériel. Voilà une photo qui parle mieux que tout document. L'âne lui-même est doté d'une sorte de masque pour se protéger des gaz. Bref, un âne qui continue d'être valorisé et ça va être le cas tout au long du XXe siècle. À partir de Buffon, il y a un regard sur l'âne qui est tout à fait différent. Fini l'âne méprisé, l'âne lubrique, l'âne sale et paresseux, l'âne désobéissant. Il y a une valorisation de l'âne, à la fois dans les faits, des liens avec l'enfance par exemple. Je vous ai même mis en bas à gauche, au Jardin du Luxembourg, en 1952, Michel Pastoureau et sa cousine sur des ânes. Ma cousine a l'air plus à l'aise que moi, mais j'avais peur de tout quand j'étais enfant. Et adulte, j'ai encore peur de tout. Mais on n'était pas les seuls, hein. C'était banal de monter des ânes au Jardin du Luxembourg. Ça l'est encore d'ailleurs. Et puis, parmi les ânes littéraires célèbres, il faut citer Stevenson, bien sûr, son voyage dans un âne à travers les Cévennes, voyage de 12 jours en 1878, avec un récit que je vous invite à lire si vous ne l'avez jamais lu, parce que il y a des digressions à la fois historiques, mais surtout géographiques, qui sont passionnantes. Stevenson n'a dormi que 2 fois à la Belle Étoile. Il avoue que les autres fois, il était à l'auberge. Et à Saint-Jean-du-Gard, le point d'arrivée aujourd'hui, on m'a dit que 2 auberges se disputaient le fait d'avoir hébergé Stevenson. Et on ne sait pas dans laquelle des deux il a vraiment dormi. Et je termine par l'âne emblème d'une part de la Catalogne et de l'autre du Parti démocrate républicain. Ni d'un côté ni de l'autre, nous savons très bien le pourquoi de ce choix de l'âne comme emblème. En Catalogne, on va vous dire, mais naturellement, il y a beaucoup d'ânes en Catalogne, donc il est devenu l'emblème de la Catalogne, spécialement quand elle se dresse contre le pouvoir central de Madrid, etc. Ça ne marche jamais comme ça, l'emblématique. Hein. Rechercher un animal local qui devient un animal emblème, non. L'emblématique, c'est tout à fait autre chose. Il faut chercher ailleurs les origines de l'âne catalan, qui n'est pas très ancien. On le voit émerger
dans la deuxième moitié du XIXe siècle, en liaison avec le drapeau catalan qui lui est très 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 ancien, dérivé des armoiries du roi d'Aragon. Et puis l'âne démocrate républicain, comme d'ailleurs son cousin l'éléphant, le cousin républicain, donc l'âne est démocrate et l'éléphant républicain. On ne sait pas très bien d'où ils viennent. On a des traces chronologiques, notamment pour l'âne démocrate à partir des élections de 1828, où le candidat démocrate s'est fait traiter d'âne par ses ennemis et sagement a accepté cette injure, l'a retournée et l'a assumée. Et ce serait le point de départ de cet âne devenu l'emblème républicain, démocrate. L'éléphant républicain, on ne sait vraiment pas. Mais moi qui suis historien des emblèmes, je peux vous assurer que c'est beaucoup mieux quand on ne sait pas, parce que les emblèmes gardent une force symbolique nettement plus forte. Si on sait tout des origines, qui a choisi, dans quelles circonstances, pour dire quoi à telle date, on appauvrit constamment l'emblème, le symbole, l'armoirie, le drapeau. Il vaut mieux ne pas savoir. Ça a beaucoup plus de force. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions du public, pas énormément, pour pouvoir laisser un temps pour les dédicaces que vous avez la gentillesse d'accepter de faire à l'issue de cette conférence. Pour rappel, il y a un libraire qui est à l'extérieur de la salle et qui vend les ouvrages de Monsieur Pastoureau, dont en exclusivité l'âne, qui sort en librairie à la fin du mois. Donc, je vais prendre quelques questions si vous voulez lever la main. Merci Michel, j'ai enfin réalisé pourquoi est-ce que un des plus anciens graffitis du christianisme représente le Christ à tête d'âne sur une croix et qui est adulé par Axelamenos. Et donc c'est un des plus anciens graffitis et l'inscription dit Axelamenos vénère son Dieu. Donc le Christ avec une tête d'âne représentée. Donc j'ai enfin compris pourquoi, merci. Et j'avais deux questions par rapport, donc pour rester dans le monde biblique, est-ce qu'il y a une différence entre âne et ânesse, puisque dans le cas de Balaam et dans le cas du Christ, les deux fois ce sont des ânesses, non pas des ânes, donc plutôt l'animal féminin qui est valorisé par rapport au masculin. Est-ce que c'est une piste? Et la deuxième question est plus tardive sur les bestiaires, puisqu'il y a à la fois Asinous et Onagre. Est-ce qu'il y a une construction parallèle ou une mise en miroir, ou au contraire une distorsion entre l'onagre et l'âne dans les bestiaires? Oui, alors c'est assez fréquent dans la symbolique animale, à la fois romaine et médiévale, que la femelle soit plus valorisée que le mâle. Et dans le cas de l'âne, c'est en effet très net. L'âne mâle est un animal fortement sexuel et lubrique, pas l'ânesse. Et plusieurs auteurs latins du Moyen-Âge, mais aussi d'Antiquité tardive, soulignent que l'âne mâle est beaucoup plus excité devant la jument que devant l'ânesse. Et c'est avec la jument qu'il aime forniquer, ce qui donne naissance au mulet, animal stérile, plutôt qu'avec sa femelle naturelle qui est l'ânesse. Mais c'est un cas vraiment très fréquent où, dans la symbolique animale médiévale, la femelle est prise en bonne part et pas le mâle. C'est le cas par exemple pour le cochon. La truie est une femelle dont on vante à la fois la qualité de mère reproductrice, mère nourricière, etc., alors que le verra est un animal sale, vorace, pas encore lubrique, il faudra attendre l'époque moderne, enfin qui a beaucoup de défauts. Donc c'est un cas fréquent. Pour ce qui est de l'âne, du crucifié à tête d'âne sur le mont Palatin, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit une image satirique anti-chrétienne. Les débats existent encore chez les spécialistes, mais cette figure, en effet, ce graffiti a fait couler beaucoup d'encre. Il a été découvert au XIXe siècle et on n'a pas encore toute l'explication. Comme je le disais tout à l'heure, tant mieux.
Et quelle était votre deuxième question? C'était dans les bestiaires, parce qu'on a à la fois l'onagre et à la oui, fois c'est ça, oui. Asinus. Oui, il y a deux chapitres dans les bestiaires, l'âne domestique et l'onagre, dont on sent sous la plume de la plupart des auteurs de bestiaires latins des XIIe et XIIIe siècles que c'est plus un cousin de l'antilope qu'un cousin de l'âne. Et le portrait en est assez péjoratif, si je puis dire. Il y a notamment cet épisode assez souvent représenté, la castration de l'onagre, non pas du tout par l'être humain, mais par d'autres onagres. Au sein d'un troupeau, les vieux mâles ont peur des jeunes rivaux qui vont mûrir et s'emparer des femelles, donc ils les castrent eux-mêmes pour les rendre inopérants, si je puis dire. La sexualité occupe une place considérable dans l'histoire et la symbolique du monde animal. Pouvez-vous dire quelques mots sur le nom de Martin, fréquemment associé à l'âne? Oui, alors il est encore plus fréquemment associé à l'ours, mais les deux histoires sont totalement liées. Dans le nom Martin, il y a la racine art, qui est celle qui évoque tous les noms construits pour évoquer l'ours. Art, hort, our, c'est la racine indo-européenne. Donc, Martin, Martinus a beaucoup de rapports avec l'ours et on retrouve la légende que j'ai évoquée tout à l'heure. Martin part en voyage, un âne porte ses bagages, arrive un ours qui dévore l'âne, Martin oblige l'ours à porter les bagages. C'est l'idée que le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est plus fort que la bête sauvage, se fait obéir de la plus forte de toutes les bêtes sauvages. Ici, c'est l'ours. Donc, c'est un système à trois pôles, en quelque sorte. C'est difficile d'évoquer l'âne de Martin sans évoquer l'ours. Mais ensuite, le surnom Martin va être appliqué à l'âne assez fréquemment, de même que pour des raisons un peu plus obscures, Bernard. Il y a beaucoup d'ânes qui s'appellent aussi Bernard, et on retrouve pareillement l'évocation de l'ours, puisque Ber dans les pays germaniques c'est l'ours, Bernhard c'est fort comme un ours. Pourquoi ça s'est déplacé sur l'âne? Je n'ai pas encore trouvé d'explication pertinente, sauf à passer par ce relais, donc, mais qui est un topos dans la géographie du Haut Moyen-Âge, de l'ours qui mange la monture d'un saint, qui est souvent un âne, une ânesse ou une mule. Bonjour. Dans les villes de Laon, il y a un musée avec une collection de vases archéologiques, dont un représente Dionysos chevauchant un âne et qui a une sorte de cinquième jambe. Donc on est sûr que ce n'est pas une ânesse. Mais je voulais vous interroger sur cette histoire qu'on raconte du côté de Béthune, où l'on donne à choisir à un âne soit un seau d'eau, soit un seau de picotin, et hésitant, ne sachant pas faire son choix, il mourrait de faim et de soif. Est-ce que vous avez des précisions sur cette histoire? En avez-vous entendu parler? Oui, sous différentes formes, elle existe un peu partout. Elle renvoie à ce que nous appelons l'âne de Buridan. Buridan, c'est un personnage à la fois véritable et mythologique. C'est le recteur de l'Université de Paris, un grand philosophe nominaliste dans la première moitié du XIVe siècle, qui, peu après sa mort, devient un personnage de légende qu'on associe d'abord aux orgies des belles filles de Philippe le Bel dans la tour de Nesle. Le jeune Buridan en aurait fait partie, aurait été jeté dans un sac en Seine, comme dit Villon dans un poème célèbre. Et puis il est célèbre parce qu'il aurait posé le problème de l'âne qui ne sait pas se décider devant un picotin d'avoine et un seau rempli d'eau alors qu'il a également faim et soif. Il ne sait pas se décider et il meurt et de faim et de soif. Donc il y a différentes versions
de cette histoire, soit mettant en scène Buridan, soit d'autres personnages. Pour ce qui concerne Buridan, c'est complètement fictif parce que Buridan, dans ses écrits, parle de ce problème, mais ne met pas en scène un âne, mais un chien, et explique très bien que le chien se décidera parfaitement et ira d'abord boire et ensuite manger. Donc il est tout à fait conscient et raisonnable, si je puis dire. Un être humain ferait exactement la même chose. Mais vers la fin du Moyen-Âge, ça devient un âne, et puis ça devient une sorte de cliché dans les écrits philosophiques sur l'indécision et les situations où on ne sait pas se décider et on est victime de l'indécision. Bonsoir monsieur. Vous avez fait allusion à Alan battu, un thème qu'on retrouve dans le cinéma, chez Bresson et autres. Est-ce qu'il faut y voir un aspect christique ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses à dire sur ce terrain-là? Merci. Oui, tout à fait. Il faut y voir un aspect christique. Et pas mal de théologiens de très bonne heure, dans les deux animaux présents lors de la nativité, voient des animaux qui souffrent, qui sont victimes de la méchanceté des hommes, de la même façon que le nouveau-né va être victime de la méchanceté des hommes et finir sur la croix. Donc c'est une image qui est très forte et très 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 récurrente. Et par la suite, quand on s'apitoie sur le sort de l'âne, tardivement, comme je l'ai dit, l'image du Christ souffrant peut être convoquée à titre de comparaison, peut-être encore plus que pour le bœuf, mais qui lui aussi, dans les sociétés antiques, est différemment un animal de sacrifice. On le met à mort. L'âne, on ne le met pas à mort, on le fait souffrir. Encore qu'il y a pas mal d'histoires où il souffre tellement qu'il finit par mourir. C'est le cas au hasard Balthazar de Bresson, après avoir connu une période assez heureuse avec la jeune fille, jouée par la petite fille de Mauriac. Il connaît toutes sortes de vicissitudes, et battu, volé, fait travailler, blessé, et finit par mourir misérable au milieu d'un troupeau de moutons au cœur des Pyrénées, des moutons qui sont aussi misérables que lui. Donc c'est un film poignant. Peut-être un peu trop, parce que les effets sont trop poussés, peut-être. Merci beaucoup. Merci encore, Monsieur Pastoureau. Merci à tout le monde. Donc,